Bonsoir à tous et merci de choisir Star 21 TV, la télé du 21e siècle, pour vous informer ce 31 décembre 2021 qui marque la fin d'une année. À travers cette édition d'information, vous aurez un résumé, la rétrospective des faits marquants de l'année 2021. À la une de ce soir, nous parlerons largement des faits marquants en politique qui d'ailleurs ont conduit le pays à un changement de régime suite à un coup d'État orchestré le 5 septembre dernier par les éléments de force spéciale contre le pouvoir d'Alpha Condé. Des grands reportages réalisés sur ce sujet, c'est dans cette édition d'information. Justice également, on en parlera sur les grands événements qui ont marqué l'année 2021. En résumé, les points forts, c'est dans ce journal. Vous aurez aussi un mot de sport, le condensé de cette discipline de l'année 2021. C'est vers la fin de cette édition d'information. Une année finie, une nouvelle année commence. Nous commençons cette édition d'information rétrospective de l'année 2021 par la rubrique politique. Ça a été un dimanche 5 septembre sombre en Guinée, marqué par le coup d'État et l'arrestation du président Alpha Condé par les forces spéciales avec un nouvel homme fort, Mamadi Doumbouya, à la tête du pays. Yaya Bari revient sur les scènes de cette journée. Dimanche 5 septembre 2021, il est presque 8 heures. Un contingent militaire lourdement armé rallie le centre-ville qui abrite le palais présidentiel. C'est les forces spéciales. Ils encerclent le palais présidentiel et les tirs retentissent. Les habitants de Kaloum s'interrogent et s'inquiètent. Sur les lieux, un jeune d'une vingtaine d'années reçoit une balle perdue. Après quelques heures, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya annonce avoir arrêté le président Alpha Condé et assiégé Sékou Touré. L'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont amené l'armée guinéenne, à travers le Comité national du rassemblement et du développement, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée, dans sa totalité. Donc, nous appelons nos frères d'armes des unités de toute la République de se mettre du côté du peuple, cette fois-ci, pour une bonne fois, d'aider le peuple guinéen à sortir de ça, parce qu'on a besoin de sortir de cette ornière. Après cette annonce, des cris de joie et scènes de fête se sont multipliés dans les rues de Conakry. Des populations qui sont massivement sorties pour apporter leur soutien aux putschistes. Au fait, moi je soutiens les militaires. Pourquoi? Parce que nous on pensait en 2009-2010, Alpha Condé était venu pour nous donner les vraies démocraties. Mais il est venu, il est passé à côté. Toute la République de Guinée était angoissée de ce monsieur et voulait à ce qu'il parte à jamais. Dans une interview exclusive, Mamadi Doumbouya a affirmé qu'ils viennent pour mettre fin au mal guinéen et qu'ils sont avec tous les agents de forces de défense et de sécurité. Toujours dans le même siège après la prise du pouvoir par le CNRD avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, tous les ministres, les présidents des institutions républicaines ont été convoqués lundi 6 septembre 2021 au chapiteau du Palais du Peuple. La junte militaire a demandé aux membres du gouvernement de démissionner avant de procéder à la réquisition de leurs véhicules et documents de voyage. Ibrahima Diallo et Moustapha Diané, explication. C'est aux environs de 9 heures que les anciens dignitaires du régime Alpha Condé ont commencé à rallier le chapiteau du Palais du Peuple à l'appel du Comité national de rassemblement et le développement. Dans un discours très bref, l'actuel homme fort du pays promet qu'il n'aura aucun esprit de haine ou vengeance. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent qu'il n'aura aucun esprit de haine ni de vengeance. Il faut dire qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service
Le CNRD a sommé les membres du gouvernement Condé de démissionner avant de réquisitionner les véhicules et leurs documents de voyage. Je vais tous les membres vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé par la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, un gouvernement d'union nationale sera mis en place pour conduire la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe promettent de mettre un gouvernement d'union nationale qui conduira la transition. Il faut dire aussi que alors que le Front National pour la défense de la Constitution a publié un communiqué par rapport à une possible libération des détenus politiques à la maison centrale de Conakry lundi 6 septembre 2021 après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé par les forces spéciales de Guinée. Tôt le matin, plusieurs jeunes ont investi la prison de Koranti. Les détenus n'ont pas été libérés sur le champ et la foule a été dispersée par des bombes lacrymogènes. Alpha Omar Diallo. C'est par ces slogans que les jeunes venus massivement pour répondre à l'invitation du FNDC qui, dans la matinée, avait annoncé que tous les détenus politiques seront libérés dès ce lundi. Maître Mohamed Traoré, l'un des avocats des détenus politiques, est resté méfiant quant à une possible libération des détenus politiques. Pour l'instant, je n'ai pas la confirmation qu'ils ont reçu un ordre parce que je me suis imprimé avec le directeur de la prison. Devant la sûreté, des militants du FNDC étaient déjà nombreux pour que l'inquiétude grandisse les hommes en uniforme qui ont usé du gaz lacrymogène suite à l'arrivée de l'artiste Eli Kamano. Ces jeunes très remontés s'attaquent au régime d'Alpha Condé. À bas les tortures dans nos différentes prisons, à bas les arrestations arbitraires. Vive la liberté, vive l'armée républicaine, vive la force spéciale. À bas le professeur Alpha Condé, à bas le gouvernement Alpha Condé, à bas vos feux. Finalement, les détenus politiques n'ont pas été libérés pour respect des procédures selon les informations. Au moment où nous quittions les lieux, la foule était dispersée et la rentrée de la sûreté était quadrillée par des hommes en uniforme. Suite au coup d'État perpétré par les forces spéciales dimanche 5 septembre 2021, des citoyens de Conakry sont massivement sortis avec tambour et trompette pour exprimer la joie avec une Guinée sans Alpha Condé. Ils sont au micro de Alpha Omar Diallo et de Ibrahim Khalil Silla. Ouais, je suis heureux parce que je vois une situation qui se passe à l'horizon de ma Guinée-Conakry. Nous sommes tellement contents compte tenu de l'arrestation de notre président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Rien ne va en Guinée parce que sans l'État, ça serait la guerre contre tout et tous livrés eux-mêmes. Les hommes s'entre-désireraient au gré de leurs passions désordonnées. Nous, on en est marre aujourd'hui parce que les choses ne sont pas mises en place. Il y a trop de frustrations en Guinée. Gastrique, diabète, tension, c'est moi qui suis les 300 000 francs, 20 000 francs, marque de fait, c'est mon amouïda, il y a tellement la souffrance. Mais aujourd'hui, grâce au bon Dieu, non seulement là, Birimbara la Fulunkwa, Alara Siganaki, Alara Mengafa, Manfio, Manarandanaki. Alpha Condé wallal men elendi o wallal men ko tampingon jamatu ndare bambe to ko yimbe wara ndare sattende no wayi ndare no yimbe yangori ndare no yimbe wayiri ndare no yimbe warira ndare tarawoje ndare
Ndareno jama wayi hande heege no tampini yimɓe. Ndareno ñameteji wayi makitiji fopp no satti. Mbuɗi yani ha e leydi. Ndareno jama on weelira. Merci Doumbouya. A Doumbouya mo ira banu ama ko la raba fina na kanna. Mais force spéciale e fari namma. Alpha Condé a été namma beri la Guinée. Amara nous a libérés. Anmara mula maga 3e mandat crier la Guinée. Awa bara yete ma bere migi bara fa na ngambara sugu na nsembe gwatambe. Moga pays Gilineto, libérateur de la Guinée. On a libéré maintenant. La Guinée c'est Doumbouya. Sur cette autre actualité, la chute d'Alpha Condé au pouvoir suite à un coup d'État le 5 septembre dernier continue à faire couler encre et salive dans la cité. L'un des responsables de son parti, leur président Arc-en-Ciel, s'est exprimé sur ce sujet. Jeudi 9 septembre 2021, Sékou Nana Silla invite les Guinéens à travailler avec les nouvelles autorités du pays avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Les précisions sont avec Mariama Kindibari et Alassane Souma. La destitution d'Alpha Condé reste toujours un événement majeur en Guinée. Le parti de l'ancien pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, partage déjà l'idée des nouvelles autorités qui se fixent comme objectif l'instauration d'une vraie démocratie dans le pays. Aujourd'hui, nous ne pouvons que prendre acte de cette nouvelle situation qui prévaut dans le pays. Appeler les citoyens guinéens, ceux qui sont dans l'esprit de M. le Président de la République, d'avoir un discours apaisant, accepter cette défaite, soutenir cette junte militaire pour qu'elle réussisse cette transition pour le bonheur de tous les Guinéens. Cependant, il exige la libération d'Alpha Condé qui se trouve dans les mains du CNRD depuis le coup d'État orchestré le 5 septembre dernier. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, de demander humblement aux nouvelles autorités de bien vouloir libérer le président Alpha Condé. Ça nous permettra d'avancer. Quoi qu'il arrive, ce qui s'est passé, c'est passé. En tant que Guinéens, nous devons résolument nous inscrire dans cette logique d'apaisement. Et je pense qu'une libération du président Alpha Condé s'inscrira bel et bien dans cette dynamique que nous voulons tous aujourd'hui pour notre pays. Ce membre de la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel a aussi invité les nouvelles autorités à respecter leur engagement, celui de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale dans un bref délai, dans l'intérêt du peuple de Guinée. Sur cette autre actualité du pays qui a marqué l'année 2021 suite aux incidents qui ont eu lieu au lendemain du scrutin du 22 mars 2020, le Front National pour la défense de la Constitution avait porté plainte contre Alpha Condé et quelques membres du gouvernement devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité suite au coup d'État militaire. Le FNDC a décidé de relancer cette liste. Le responsable de communication adjoint du FNDC explique les raisons de cette démarche. Mariama Bari et Alassane Souma nous signent ce reportage. Après la destitution du régime d'Alpha Condé, suite à un coup d'État militaire le dimanche dernier, le Front National pour la défense de la Constitution relance sa plainte contre Alpha Condé et quelques membres de son gouvernement devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Le responsable de communication adjoint du FNDC, Baïlo Bari, explique. Monsieur Alpha Condé, même s'il a été destitué, parce que c'est pour ça que nous avons porté plainte, c'est pour cette forfaiture, c'est pour ce coup d'État constitutionnel qu'il a fait à la Guinée. C'est pour ça que nous avons porté plainte. Mais aujourd'hui, même s'il a quitté le pouvoir, mais il a causé des crimes. Et il faut qu'il y réponde. Voilà. Et donc il ne peut pas se tirer comme ça. Parlant des attentes du FNDC par rapport à la procédure judiciaire lancée devant la CPI, Baïlo Bari dit être optimiste.
on n'a pas à désespérer par rapport à ça, c'est la justice internationale. Et vous savez, la justice, on peut quelquefois, quand on est profane, penser qu'elle est lente, mais c'est tout un processus. Il y a assez de procédures à suivre dans la justice. Vous voyez quelquefois des actions qui peuvent prendre des années et des années, mais ça finit toujours par aboutir. Et alors, nos avocats au niveau national et au niveau international s'en occupent, et c'est en bonne voie. Et nous nous disons qu'elle va porter. Parce que nos revendications sont légitimes, elles sont légales. Par ailleurs, le responsable de communication adjoint du FNDC demande à la population de rester vigilante. Il suggère également aux nouveaux dirigeants du pays de profiter de cette occasion pour changer l'ancien système afin de doter la nation des institutions fortes qui pourront permettre de défendre l'intérêt du peuple. Restons toujours dans ce même sillage, cette fois-ci direction l'intérieur du pays. Ils ont mis du temps, mais ont fini par choisir rapidement leur camp. Les populations des Cancans, précisément à Mandiana, sont aussi descendues dans la rue mardi 7 septembre 2021 pour célébrer la triste fin du pouvoir d'Alpha Condé et adhérer au Conseil national pour le rassemblement et le développement. Ils ont manifesté leur joie à travers un carnaval qui a sillonné toute la ville sous l'applaudissement des citoyens. La page du RPG Arc-en-Ciel et son leader Alpha Condé semblent désormais être tournés à Kankan. Le pouvoir Alpha Condé est désormais une histoire en Guinée. L'administration publique a de nouveaux visages. Après le coup d'État, les militaires vont occuper les gouvernorats et les préfectures. Désormais, c'est le général Aboubakar Diakité, commandant du camp Sundiata Keita de Kankan, qui assure la fonction du nouveau gouverneur. Il appelle les cadres à continuer les activités. Bon, ce que je peux se dire aux cadres, c'est de se donner la main. C'est de se donner la main, travailler. Nous avons étudié, nous avons été fonctionnaires, c'est pour ce pays-là. Nous devons nous battre pour ce pays. Nous ne devons pas accepter la division. Il faut qu'on se donne la main. Nous devons travailler la main dans la main. C'est ce qui peut développer ce pays. On ne peut pas développer un pays dans la division. On ne peut pas développer un pays dans la démagogie. On va abandonner la démagogie maintenant, on va faire du sérieux. Passation de service, c'est toujours la juxtaposition de la joie et du remords. Sinon que ce n'est pas le remords de quitter. Il y a une logique dans les faits. Quand un pouvoir quitte, il quitte avec ses hommes. Dans son allocution, le nouveau préfet colonel Étienne Tounkara, directeur régional de la gendarmerie, a rappelé que tous les travaux se feront pour le bien-être du citoyen guinéen. C'est dire juste au préfet sortant ce que le général a dit tout à l'heure là-bas. C'est le moment qui est venu. Nous sommes tous appelés, tout le travail que nous sommes en train de faire, c'est pour le bien-être des citoyens guinéens. C'est de leur faire signifier que tout passe. Rien n'est éternel. Donc, on est venu, il faut s'attendre qu'un jour, l'on va partir. Donc, pratiquement, je suis très heureux de vous recevoir en remerciant tout le monde, de manière générale. Depuis l'annonce de l'arrestation du président Alpha Condé, la ville de Kankan, fief traditionnel du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, est calme. Aucune manifestation de réjouissance ni de colère n'a été constatée. On va clôturer cette rétrospective politique guinéenne de l'année 2021. En termes de bilan, il a été très bouillant suite à la modification de la Constitution qui a conduit Alpha Condé à briguer un troisième mandat, l'arrestation des acteurs sociopolitiques, la fermeture des frontières terrestres avec les pays voisins et la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 par la junte militaire avec à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya. Notre rédaction a rencontré des acteurs
acteurs politiques qui ont fait un bilan peu rélucent de cette année qui s'en va. Bintou Souma pour plus de précision. L'actualité politique guinéenne de l'année 2021 a été très mouvementée. Après le changement de la Constitution qui a permis les élections du 18 octobre 2020, lors de laquelle l'ancien chef d'État Alpha Condé a été vainqueur avec 59% des voix ayant conduit aux manifestations de rue dont plusieurs personnes ont perdu la vie et des biens publics et privés saccagés, les acteurs politiques de l'opposition guinéenne n'ont cessé de dénoncer. Des dénonciations qui ont réduit la liberté d'expression et des droits des citoyens confisqués. Des acteurs politiques ont été incarcérés à la maison centrale, dont d'autres ont perdu la vie. L'interdiction de manifester, la fermeture des frontières terrestres et du siège du principal opposant d'Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, l'interdiction de voyager aux opposants sont des faits qui ont marqué la population guinéenne au cours de cette année 2021. Selon certains opposants guinéens, la modification constitutionnelle a été la cause phare de tout ce qui se passe dans le pays. Dr Makale Traoré, ancienne directrice de campagne du président Alpha Condé à l'élection présidentielle de 2010, fait un récapitulatif du passé. Je pense que tous ceux qui ont aidé, accompagné, soutenu la modification constitutionnelle et ce troisième mandat ont fait très mal à la Guinée et au président Alpha Condé. J'aurais voulu, après qu'il ait été un grand opposant, vraiment, qu'il soit un grand président. Et je l'ai dit, je l'ai demandé, je l'ai clamé pour qu'il n'aille pas à ce troisième mandat, pour ne pas sortir par la petite porte. Malheureusement, il y est allé contre vents et marées, contre des morts. Je suis soulagée qu'il soit en vie et qu'il observe la Guinée et que peut-être il entende ce que les uns et les autres font de l'analyse de sa gouvernance. Mais déjà, depuis 2012, nous avons tous constaté le dérapage. Je me souviens, c'est en mai 2012, à l'occasion d'une émission, que j'ai dit que la Constitution lui a fait un costume, celui de père de la nation, après son élection, et qu'il doit garder ce costume jalousement. J'ai également dit qu'il nous a promis de conduire la voiture Guinée sur les 4 roues. Je dis, je ne suis pas sûr que la Guinée roule sur les 4 roues et d'y veiller qu'il a encore le temps de corriger. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Vraiment, ça a été une parenthèse difficile. Mais souvent, il m'arrive de me dire, si le professeur Alpha Condé n'avait pas été président, les Guinéens auraient continué à penser qu'ils ont raté l'occasion de leur vie. Tellement le discours et le parcours étaient séduisants. Cela veut dire que la question du leadership n'est pas liée forcément au diplôme. Ce n'est pas lié aussi à un parcours forcément d'opposant. C'est lié au patriotisme, à la fibre qu'on ressent pour sa nation. Je crois que nous avons eu tous l'impression que le président Alpha Condé n'aime ni la Guinée, ni les Guinéens. Il a eu un mépris pour l'ensemble des Guinéens. Et quand nous nous sommes séparés dès après les élections, beaucoup de gens se sont posé des questions. Comment une directrice de campagne, on peut après ne pas l'avoir à ses côtés, alors que je voyais ma présence à ses côtés en termes de rôle, pas simplement en termes de poste, que je sois là pour lui rappeler des fois ce qui va et ce qui ne va pas. Mais
il était capable de vous détruire pour passer et avoir son poste. L'apparition du Covid-19 dans le monde a chamboulé l'économie mondiale et celle guinéenne. Population et acteurs politiques ont pointé un doigt accusateur contre l'ancien président de jouer durant l'année une carte en sa faveur tout en profitant de la pandémie. Cet opposant et médecin de fonction explique. Chez nous, c'était l'apposé de la mauvaise gouvernance ou bien de l'absence même de gouvernance parce que l'État ne fonctionnait plus. Et la charge sur la population était de trop. Maintenant, il y a la Covid. Bon, malheureusement, on nous a imposé toutes les mesures sont plutôt politiques, en tout cas pas médicales, pas scientifiques. Le rôle de la bavette n'a jamais été démontré, mais on impose aux gens. Le confinement, c'est contraire à toutes les maladies virales. Parce que tous les virus de la grippe en Europe, c'est pendant l'hiver. Les besoins fondamentaux du Guinéen ont-ils été comblés par Alpha Condé durant cette année? Une question qui reste pendante sur les lèvres. La dilapidation des biens et l'enrichissement sans cause ont été constatés dans l'année selon l'ancienne ministre de la fonction publique de 2008. Le budget guinéen n'était ni ambitieux ni réel. Vous allez vous rendre compte très vite que les 21 000 milliards que l'on nous montre tous les jours comme budget, que ça n'a rien à voir avec la richesse. Il y avait un transvasement, un transbordement, un transfert automatique de la richesse du pays aux poches individuelles. Ça, il a laissé faire au détriment des populations. Le rôle des régies, c'est pas d'organiser les mamayas. Ce n'est pas de construire des hôtels. Le rôle des régies, c'est de mettre l'argent à la disposition d'une poche commune, qui est le trésor. Comme ça, vous avez une croissance dont les résultats peuvent bénéficier aux populations. De crise en crise, le 5 septembre 2021, les forces spéciales guinéennes ont décidé de faire un coup d'État à l'ancien président Alpha Condé. Le Comité national du rassemblement et du développement a tenu un discours à la télévision nationale RTG pour annoncer cette nouvelle qui a surpris plus d'un parmi les citoyens. Une foule en liesse a rallié les rues de la capitale Conakry pour manifester leur joie avec des acclamations pour le nouvel homme fort du pays, le colonel Mamadi Doumbouya, qualifié de libérateur de la nation. Les consultations avec les forces vives du pays ont été entamées et une charte adoptée pour une transition réussie. Un gouvernement a été mis en place, mais malgré tout, sa composition reste inconnue. Chose que regrette le président du MSD. Par rapport à la structure d'abord de l'organe qui nous gouverne, au CNRD, on ne sait pas c'est qui et comment. Au délai de la transition, on ne sait pas qui. Et la politique n'est pas bien définie. Donc tout ça, c'est des problèmes. Parce que si la gente était de bonne foi, c'est un général ou bien un officier qui prend la décision de renverser les autorités existantes et mettre des autorités plus compétitives, plus capables. Mais ce n'est pas le cas. Donc on se demande qu'est-ce qu'ils veulent au juste. Ça commence quand même à inquiéter. Beaucoup d'actes ont été posés par le colonel Mamadi Doumbouya depuis son arrivée au pouvoir, notamment le recueillement sous les tombes des victimes de répression, la restitution du domaine comme les cases de la Belle-Vue à la famille du premier régime feu Ahmed Sékou Touré, l'aéroport international rebaptisé au nom d'Ahmed Sékou Touré, la facilitation du retour des anciens chefs d'État, Moussa Dadis Camara et Sekouba Konaté, mais aussi l'organisation d'une réconciliation entre ces deux hommes forts et la promesse d'organiser un procès afin d'apporter la lumière sur le massacre du 28 septembre 2009. Des actes forts appréciés par la présidente du pacte. Et nous avons tous salué l'arrivée du colonel. Et les actes qu'il pose jusqu'à maintenant, même si les actes mémoriels divisent toujours, mais quelqu'un qui veut rassembler pose des actes en conviction et dans le sens d'un objectif, l'unité nationale et la paix. Je souhaite que ceux qui sont réconciliés en prennent la mesure et les Guinéens avec. Nous avons ce pays en commun. Si on ne s'entend pas, on n'ira nulle part. C'est une conviction chez moi.
Et c'est en même temps ce que j'essaye de faire au niveau des partis politiques et surtout au niveau de l'intercoalition dont je suis vraiment avec beaucoup de bonheur la première vice-présidente. Je vais tout faire pour que, au niveau de la classe politique aussi, que peut-être pas surtout, mais sur les questions essentielles. En cette fin d'année, la classe politique guinéenne a décidé de mettre de côté leurs querelles pour s'accorder sur l'essentiel en vue de pouvoir jouer un rôle important pendant cette transition. L'intercoalition politique va désormais déposer un mémorandum auprès du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Comme annoncé dans les titres de cette grande édition d'information, mot de justice, la justice guinéenne a-t-elle évolué à sens unique? En tout cas, c'est ce qui a retenu l'attention de bon nombre d'observateurs au cours de cette année 2021 qui s'en va. En moins d'un an, plusieurs décisions ont été prises par les différents tribunaux du pays, plus particulièrement les juridictions de la capitale guinéenne, alors quelles sont les différentes décisions rendues et décriées par la population. Y a-t-il eu des décisions? Salut, Alpha Omar Diallo nous fait la rétrospective des faits marquants de l'année 2021 de la justice guinéenne. La justice guinéenne a fait parler d'elle au cours de cette année 2021 qui s'en va. De décision en décision, plusieurs familles ont fini par prendre la tête. Tout est parti d'une élection controversée qui ouvrait la porte à Alpha Condé à briguer un troisième mandat à la magistrature suprême que les opposants au changement constitutionnel ont été poursuivis pour plusieurs raisons avant d'être déférés à la maison centrale de Koronti, située au centre-ville de Kaloum. Après leur dépôt, le siège et le quartier général de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ont été fermés après une décision du tribunal de première instance de Dixine pour des raisons de sécurité. Quelques jours après, cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Conakry suite au procès en appel. Il ne faut pas passer par mille chemins. L'UFDG ne peut pas obtenir l'ouverture de ses locaux. Parce que tout simplement, la procédure qui a été mise en place, c'était une procédure de référé. Ces avocats le savent. Quand la contestation est sérieuse, il faut saisir le juge du fond. Dans le cas présent, comme vous le savez, à partir de 20 octobre 2020, suite à la déclaration de M. Mamadou Selou Dalen Diallo, qu'il a remporté les élections, la Guinée a connu une situation insurrectionnelle. La Guinée ayant connu cette situation, l'État dans son rôle régalien de protéger les personnes et leurs biens à travers le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense et le ministère de l'Administration du Territoire a pris la décision de fermeture du siège de l'UFDG et du bureau de M. Mamadou Selou Dalen Diallo. C'est une décision politique, mais hautement politique dans la mesure où cette sanction-là, puisque je ne l'appelle pas verdict, cette sanction consiste à intimider, à décourager, à semer la peur dans le ventre de tous les autres opposants au régime de Alpha Condé au troisième mandat. Voyez-vous, depuis un certain temps, le degré d'inféodation de la justice à M. Alpha Condé personnellement, puis au reste de l'exécutif, se passe de commentaires. En mars 2021, les avocats des différents détenus politiques ont été empêchés de rendre visite à leurs clients incarcérés à la maison centrale de Koronti depuis plusieurs mois. Au cours d'une conférence de presse, Maître Salif Beyavogui, membre du collectif d'avocats des détenus politiques, a dénoncé des arrestations arbitraires. Le 9 février 2021, le collectif a relevé à
avec regret. Collectif ayant en charge de la défense des honorables Ousmane Gawal Diallo, Sébou Baldé, et M. Etienne Sorokogi, Ibrahima Chérif Ba et plusieurs autres. Le collectif a relevé le caractère fallacieux des chefs d'accusation. Les arrestations arbitraires prolongées. Pendant ce temps, les victimes du massacre du 28 septembre 2009 attendent un procès après 11 années passées. Asma Diallo a gardé peu d'espoir pendant le règne d'Alpha Condé. Ces événements nous ont perturbés, pas nous victimes seulement, mais je pourrais dire que c'est toute la Guinée qui a été perturbée ce jour. Et comme l'indique le rapport de Human Rights Watch, qui dit que c'était un lundi sanglant. Effectivement, c'était un lundi sanglant. Et ce jour que j'ai perdu mon fils aîné, mon nom de Mohamed Ali Conté, dont la photo fait foi, il est là à côté de ses tantes. Et depuis ce jour, je me suis engagé pour lutter contre l'impunité dans ce pays. J'étais avec beaucoup de collègues pour mettre cette association en place. Et on a réussi quand même à nous faire entendre, à nous faire connaître au niveau national et au niveau international pour que les victimes, leur voix soit prise en compte. À nos jours, c'est la 11e année, le mois de septembre 2020, on a commémoré la journée de ce massacre. Et nous avançons encore en 2021 sans savoir est-ce que le procès sera organisé avant le 28 septembre prochain, ce qui va faire les 12 ans. Le mois d'avril aura été un mois d'arrêt pour la justice guinéenne. Après avoir constaté plusieurs défaillances et surtout reléguées au second plan, les huissiers de justice ont boycotté toutes les activités pour la non-prise en charge de leurs revendications par des juges des tribunaux. Quelques jours après, l'ordre des barreaux de Guinée emboîte le pas des huissiers, ce qui met totalement à l'arrêt les juridictions du pays. Bon, vous savez que les huissiers sont au début et à la fin de l'administration de la justice. Ils sont au début parce que pour démarrer l'instance, il faut absolument que ce soit les avocats qui signifient les actes d'introduction. Les huissiers sont à la fin parce que quand une décision de justice est obtenue, pour son exécution, il faut les huissiers. Si ces huissiers décident de débrayer, cela impacte sur le travail des avocats. Nous avons estimé qu'il fallait que nous nous rencontrions dans le cadre d'une assemblée générale pour définir une position à tenir par rapport à cette situation. Après plusieurs rencontres d'échange entre l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mori Doumbouya, les grévistes ont fini par trouver un terrain d'entente en mai 2021. Le président de la Chambre des huissiers de Guinée s'est réjoui du bilan. Chacun peut se faire un bilan. La justice d'un pays paralysée pendant un mois, durant un mois, jour pour jour. Pensez un peu aux personnes, aux détenus qui étaient en détention préventive, des gens qui attendaient leur jugement, des gens qui avaient des mesures provisoires à faire exécuter, des décisions, les ordonnances sur requête par exemple, qui nécessitaient une intervention rapide d'un huissier de justice, des cas pour lesquels un avocat devrait impérativement intervenir. Voyez-vous, quand vous faites le jumelage, vous faites donc un bilan global de Conakry à Yomo, vous vous rendez compte que ça n'a eu qu'un impact négatif. Ça a beaucoup impacté. Je crois que le préjudice est là, mais nous ne sommes vraiment pas responsables de cela. Parce que nous, on a demandé quelque chose qui n'était pas difficile, ce n'était pas de la montagne à déplacer. On n'a pas demandé l'impossible aux autorités, on a demandé juste ce qui était légal. 3 mois qui ont suivi celui d'avril ont été courts pour les détenus politiques à la maison centrale de Koronti, car
la justice a mis le pied sur l'accélérateur. Voilà, comme vous le constatez, je viens d'être condamné encore de 4 ans de prison et 1 an de sursis. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je m'attendais à ça, il n'y a pas de problème. Je ne citerai pas le nom de quelqu'un, vous avez vu, on m'empêche même de communiquer parce qu'ils savent que je vais dire la vérité. De toute façon, tout le monde connaît. Voilà, comme vous l'avez entendu, donc Omar Silla, communément appelé Founiki Mangé, a été condamné à 3 ans de prison ferme, vous l'avez constaté. Et à cet effet, la défense ne va pas se limiter là. La défense continue le combat jusqu'au bout. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. M. Alpha Condé n'a pas raison. Il a tort de faire le président mandat. Le peuple guinéen continuera à être contre le président mandat. Au cours de cette année 2021 qui s'en va, Aboubakar Fabou Kamara et le commandant Sekouli, tous de la DPJ, ont été poursuivis pour injure publique et atteinte à la liberté individuelle sur la personne de Maître Pépé Antoine Lama. Au même moment, l'homme politique et artiste Eli Kamanon se voyait déposé à la maison centrale de Koronti suite à une affaire entre lui et Maître Salif Kamara, Super V. Le dossier de ce matin oppose toujours notre confrère Maître Pépé Antoine Lama au général Fabou Kamara, directeur de la police judiciaire. Le fait reproché à cet officier de police est la privation dont il a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'avocat suite à la présence de son client dans les locaux de la police judiciaire, suivi d'injures. Alors, moi, en tant qu'ancien bâtonnier, j'ai été sollicité par mon collègue, le bâtonnier actuel en exercice, pour m'ajouter à lui et demander au tribunal le renvoi de l'affaire pour des fins de négociation pénale. M. Eli Kamano vient d'être arrêté et conduit en prison. C'était inattendu, c'est regrettable et ça me surprend en tant que son avocat. Vous savez, aujourd'hui il a plu. Depuis 7h30, M. Eli est en ville pour cette audience. Nous avons juste demandé le report à 8h pour nous préparer. Mais il se trouvait que apparemment le tribunal était déjà fin prêt parce que même le mandat de dépôt était déjà préparé. Non seulement on nous a accordé le renvoi, mais il a été placé sous mandat de dépôt. Tout était déjà préparé. C'est le 2 poids 2 mesures, c'est de l'injustice pure et dure. De toutes les façons, nous estimons qu'un terme sera mis à cela. Les mots me manquent, je suis complètement effondré. Content d'un côté de voir mes 2 clients libérés par grâce présidentielle, mais mécontent de voir M. Eli, dans la plus grande banalité, conduit en prison. En juillet 2021, le vice-maire de la commune de Matam a été condamné à 3 ans 4 mois de prison par le tribunal de première instance de Mafanko. Et le condamné a très vite présenté ses excuses publiques à Alpha Condé afin de recouvrir sa liberté. Aujourd'hui, je suis animé d'un sentiment très mitigé à l'issue de ce procès. D'un côté, je suis extrêmement fier d'être blanchi pour des accusations d'escroquerie, de complicité et d'entrave. C'est une accusation très grave, car dans ce procès, c'est mon honneur, ma réputation qui était en jeu. Je suis très content du fait que le droit a été dit dans ce procès. De l'autre côté, je suis très peiné d'être condamné pour des accusations d'injures, d'offenses sur la qualité du chef de l'État. Je ne suis pas un homme qui utilise les injures et les offenses pour faire passer ses idées. Surtout que mon opposition avec le président de la République ne se situe pas au niveau de sa personne physique. Ce qui m'oppose aujourd'hui à lui, ce sont des principes et des valeurs démocratiques auxquels nous avons tous souscrit dans un passé récent. D'ailleurs, je profite de votre micro pour lancer un message au président de la République.
Excellence, Monsieur le Président de la République, si par mes publications sur les réseaux sociaux, il est arrivé que je vous ai offensé, injurié, sachez que ce n'était nullement pas l'expression d'une volonté manifestée. Je me repens. De ce fait, mettez ça dans le cadre d'une faute de jeunesse. Je me repens en vous présentant mes sincères excuses pour ces injures et les offenses. Pour la suite de la procédure, je me remets à la décision de mes avocats pour donner une suite à ce procès qui devient quand même hautement politique. Après le renversement du pouvoir d'Alpha Condé par les militaires le 5 septembre dernier, 3 jours après, les détenus politiques ont été libérés sous l'ordre du colonel Mamadi Doumbouya. Une libération qui a suscité beaucoup de joie chez nombreuses familles, souvent décriées à travers ces différentes décisions rendues. La justice guinéenne devra faire peau neuve afin de dire le droit dans les affaires pour le bien du pays qui, depuis des années, continue de dénoncer l'injustice qui gangrène. Sur cette autre actualité qui a marqué l'année 2021, le secteur éducatif n'a pas été épargné des faits marquants de l'année 2021. C'est pourquoi d'ailleurs des acteurs de l'éducation sont revenus sur certains faits du secteur éducatif guinéen. Sans surprise, l'éducation nationale guinéenne a connu des moments forts et exceptionnels. Découvrez-les dans ce grand reportage de Kadiatou Bari et de Abdraman Bari. Après une année 2020 marquée par des crises dans le secteur éducatif guinéen, 2021 a suivi presque le même chemin. L'année académique 2021-2022 s'annonce avec beaucoup d'énergie et d'innovation. Par contre, celle de 2020-2021 a connu des vides dont le manque criard des enseignants dans des écoles. Selon Salifou Kamara, le secrétaire général de la FSPE, l'année 2022 va s'annoncer avec beaucoup de difficultés. L'année 2020-2021 a connu beaucoup de dérapages. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de mettre à nu ces dérapages. Donc, la fois passée, nous avons suivi le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui avait fait un point de presse sur les examens antérieurs. Et il se trouve que l'année dernière, ce qui nous a beaucoup marqué, qui nous a intérieurement choqués, c'est que là, il y avait des élèves qui étaient frappés par le vieillissement. Ils ont été carrément exclus du processus des examens. Il y avait aussi des élèves qui avaient redoublé 3 ou 4 fois, eux aussi, ils étaient exclus. Et il y a d'autres qui étaient là, mais ils n'étaient pas admis au BIPC. Ça, c'est normal que ceux-ci-là soient exclus, c'est évident. Mais ce qui a fait mal, c'est que malgré tout ce que l'année 2021 a connu, nous avons enregistré beaucoup de torts du côté des élèves. Lorsqu'un élève est admis, il est parmi, n'est-ce pas, les meilleurs élèves et que son nom est exclu, il doit être boursier pour le Maroc et un autre élève vient à sa place, on met un autre nom, ça c'est un crime. Au-delà de ça, il y a aujourd'hui des classes qui sont fermées à l'intérieur du pays. Tout ça, ce sont des problèmes. Aussi, nos conditions de vie, nous avons connu une fois l'augmentation du prix du carburant, 2 fois l'augmentation du prix du carburant, sans mesure d'accompagnement. Dans aucun pays, cela n'existe. Aucun pays. Lorsque l'article 100 du statut particulier de l'éducation stipule que lorsque la vie est chère, les primes, le salaire, les primes et indemnités doivent aussi être rehaussées. Mais ça fait combien d'années? Nous l'avons en parlé avec l'ancien gouvernement. Qu'est-ce que nous avons eu au retour? On nous a torpillés, on nous a maltraités, on nous a traités de tous les maux d'Israël. Maintenant, au nouveau gouvernement de prendre en compte ces revendications. Parce que ce sont ces revendications-là qui permettront au système de sortir dans l'ornière. Pour sortir le système éducatif guinéen de l'ornière et repartir sur de bonnes bases pour l'année 2022, ce syndicaliste lance des cris de cœur à l'État.
nos aînés qui vont à la retraite, promenez-vous avec vos micros dans les écoles, vous verrez que la plupart ont dépéri. Ils ont perdu du poids. Ils n'ont plus d'espoir. Pourquoi? Parce que le salaire est insignifiant. 65 ans, on ne peut même pas économiser 1 franc dans ce que nous bénéficions. Donc ça, nous avons demandé au gouvernement à ce que le gouvernement puisse faire, n'est-ce pas, les mesures d'accompagnement pour ces retraités, 1 année de salaire. Nous avons aussi le salaire indiciaire à 500%. Les 500% pour les retraités, la pension, 500%, pour permettre à un fonctionnaire qui est à la retraite, pour mieux vivre, pour supporter le coût de la vie et puisse entretenir sa propre famille. La vie est très dure. On ne peut pas comprendre tout ça, que quelqu'un, un fonctionnaire qui est au service de sa nation, qui fait plus de 60 ans, à la retraite, il devient mendiant. C'est inadmissible. Donc il va falloir que l'année 2022 le soleil de l'année 2022 puisse être un soleil, n'est-ce pas, de changement total au niveau du système éducatif. Mais nous disons au ministre, il ne faut pas qu'il cherche à se faire, aimer par les gens. Ils ne vont pas l'aimer. Il a une mission. Cette mission, il doit l'accomplir obligatoirement. Parce que là, s'il n'accomplit pas, il aurait trahi le système. Contrairement aux années précédentes, 2020-2021 n'a pas connu de crise à perturber les cours, mais également de pandémies de nature à provoquer une discontinuité des apprentissages, affirme Pépé Balamou. Pour le secrétaire général du SNE, l'année 2020-2021 a été plus ou moins stable. Il énumère quelques difficultés rencontrées. Des difficultés, il y en a eu beaucoup. D'abord, la désunion entre les structures syndicales, qui n'a pas surtout été à l'avantage des enseignants. Plus divisés, plus les enseignants sont pauvres, plus unis, plus ils sont forts, plus leurs conditions de vie et de travail s'améliorent. Mais, bon, c'était la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que d'abord, les enseignants ne cotisent pas, ne payent pas la contribution syndicale. Et donc, ça ne favorise pas la tenue des activités syndicales, des grèves, des revendications, d'autant plus qu'il n'y a pas un fonds économique, financier nécessaire permettant au Bureau exécutif national de procéder à la tenue de ces pressions sur la partie gouvernementale jusqu'à un certain niveau. Et donc, mais nonobstant cela, nous sommes parvenus quand même à faire payer les 3 mois d'arriérés des primes d'incitation qui étaient restés jusqu'à présent impayés, notamment les mois d'octobre, novembre et décembre 2020. Nous sommes également parvenus à faire payer la prime, l'indemnité de documentation qui est payée 1 fois par an et la prime de recherche pour les enseignants de l'enseignement supérieur, malgré que les bulletins étaient déjà venus au mois de décembre et il n'y avait pas de traces d'indemnité de documentation là-dessus. Donc dans l'un ou dans l'autre des cas, les difficultés, elles sont surmontables. Les défis, il faut les relever. Je pense que tout cela se passera dans un cadre d'union sacrée entre tous les 4 syndicats de l'éducation. Je veux parler du SLEC, de la FSPE, du SNEJUR et du SNE, pour qu'à l'horizon 2022, nous puissions nous donner les mains pour ensemble élaborer un cadre de dialogue avec les partis gouvernementaux et penser à ces situations qui assaillent le monde syndical de l'éducation. Dans le secteur éducatif guinéen, parler des avancées de l'année 2020-2021 n'est pas approprié pour Pépé Balamou, car selon lui, les progrès ne sont pas de mise. Nous pouvons dire qu'il y a de la volonté à assainir ce système, mais les moyens manquent. Et vous avez vu, le budget alloué à l'éducation dans nos pays aussi entre 13 à 14%. Largement en dessous de la moyenne sous-régionale qui est aussi entre 25 à 40%, vous imaginez. Au fait de Boigny, quand il a voulu soigner le système éducatif ivoirien, il a accordé un budget de 40%.
Il faut rendre le secteur attractif. Et ça, ce n'est pas fait. Et donc, pour nous, il n'y a pas d'avancée. Il n'y a que des théories, des réformes sur papier ou des réformes qui ont été entamées, mais qui ont connu certaines discontinuités. Comme si vous prenez par exemple la digitalisation ou la dématérialisation de l'école de l'éducation en Guinée, qui avait commencé avec le ministre professeur Alpha Amadou Banoubari, mais qui aujourd'hui on n'entend plus parler, étant donné que l'État est une continuité. Au fait, les volontés sont là, les politiques sont élaborées, mais la mise en œuvre, le suivi, l'accompagnement financier font défaut. Et quand c'est comme cela, on ne fera que presser dans le désert. Donc, l'éducation, pour nous, doit être une priorité. Malgré l'effort fourni pour que l'année scolaire 2020-2021 soit plus ou moins stable, le secrétaire général de SNE lance un appel à l'endroit de tous les acteurs de l'éducation. Il faut que ces volontés, ces mots-là se traduisent dans les faits. Que nos enfants qui sont assis à même le sol dans les écoles par manque de table-banc ou dans des salles décoiffées, inondées, que cela cesse. Et je crois que c'est à ce seul prix qu'ils auront apporté quelque chose à notre nation. Aux enseignants de comprendre que leur fonction, leur rôle régalien, c'est la formation des enfants. Notre métier est un métier, c'est un sacerdoce, c'est une vocation. Et on ne peut jamais nous payer. Et nous continuons de défendre leurs intérêts matériels et moraux, mais qu'ils continuent de s'acquitter de leurs devoirs aussi. Puisque si on réclame les droits, il faut aussi que les devoirs soient faits. C'est le devoir qui engendre le droit. Puisque partout où nous partons, on dit, bon, regardez, l'école est malade, il y a trop d'échecs dans les examens. Est-ce que vous, syndicalistes, qu'est-ce que vous dites aux enseignants? Est-ce qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité? Parce qu'un élève qui échoue, son professeur d'abord est responsable, ses encadreurs sont responsables, ses parents sont responsables, le ministère est responsable, l'État est responsable. Donc, il faudrait qu'on sache que nous sommes des candidats moraux. Ces enfants-là, ils composent et nous composons avec eux parce que leurs résultats traduisent nos résultats, traduisent nos compétences, traduisent nos incompétences. Donc il faudrait que l'on prenne conscience de cet état de fait pour donner aussi davantage. Et aux élèves qui aujourd'hui qui sont fascinés par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ils doivent savoir que ces nouvelles technologies de l'information et de la communication doivent être transformées en opportunités d'apprentissage, puisque dans les téléphones, les smartphones, on a aujourd'hui les moteurs de recherche comme les Google, les Wikipédia, les Encarta, qui permettent de savoir et d'apprendre, et même des bibliothèques électroniques qu'on retrouve par des cours en vidéo qu'on retrouve sur YouTube. Donc tout n'est pas réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, TikTok et tant d'autres là. Donc il transforme cet objet de divertissement en outil pédagogique d'apprentissage et aux parents d'élèves de nous aider dans l'encadrement. Puisqu'aujourd'hui, il y a une démission parentale dans le suivi des enfants, tant dans le milieu scolaire que dans le milieu périscolaire. Puisque l'enfant qui quitte la maison, il vient à l'école, son parent ou ses parents ne cherchent même pas à savoir est-ce qu'il est arrivé, est-ce qu'il est en classe, est-ce qu'il étudie, est-ce qu'il recopie les leçons, est-ce qu'il apprend. D'autres même, ne connaissent même pas les résultats de leur enfant, ils ne voient même pas le bulletin. Donc je pense que le meilleur héritage que l'on peut léguer à son enfant, c'est l'éducation. Il faudrait que les parents le comprennent, qu'on peut construire des buildings, des étages, laisser des comptes en banque, mais si vous laissez les enfants mal formés, mal instruits, mal éduqués, c'est que tout ce que vous avez laissé comme héritage sera détruit. Donc la meilleure formation, c'est de dire aux enfants d'apprendre, les encadrer, les élever dans le sens de l'amour, de l'apprentissage, du respect des lois et des coutumes de la société. Et à la population guinéenne tout entière, enfin, c'est leur dire que l'éducation, c'est la clé de voûte essentielle pour le développement. Et que chacun, que même ceux qui ne sont pas allés à l'école, sachent que l'élève aujourd'hui, c'est le poumon essentiel du développement de ce pays. Quand il est bien formé, c'est la nation tout entière qui sera à l'aise, puisqu'il sera capable de transformer les ressources minières que nous avons en opportunités de développement et qui puissent bénéficier à tout le monde.
Même son de cloche chez Roland Sossou, fondateur d'école, qui estime également que l'année scolaire 2020-2021 n'a pas connu d'anomalie de perturbation. Ce responsable d'école affirme que des avancées ont été enregistrées au cours de cette année scolaire. Lors de cette année, de cette session scolaire que nous avons entamée avec l'arrivée de notre nouveau ministre à la tête du département de l'éducation, en ce qui nous concerne, il y a eu des avancées telles que la rigueur appliquée ou rappelée au niveau de tous les établissements. Et cette rigueur va dans le sens, par exemple, dans l'interdiction de l'utilisation des téléphones au sein des classes et surtout au sein des centres d'examen, avec toutes les sanctions qui doivent s'ensuivre. Donc c'est déjà un grand pas, c'est bien que le ministre a dit ça, mais il serait encore très bien que cela soit appliqué et que nous voyons l'effectivité de cela. À côté de ça, ce qui nous fait plaisir, c'est que le ministre, venant de notre secteur, connaissant réellement nos problèmes, aussi a constaté qu'il y a des élèves qui, aux heures de cours, se retrouvent dans les rues, se retrouvent aux alentours des écoles. Alors il a envoyé une note à tous les chefs d'établissement pour que cette pratique soit arrêtée. Et plus loin, il a dit que tout élève qui sera appréhendé aux heures de cours, dans la rue ou aux alentours des écoles pourra être arrêté et ses parents seront convoqués et les sanctions qui doivent suivre vont s'en suivre. Donc tout cela, moi j'y pensais depuis longtemps et lorsque nous voyons ces mesures drastiques commencer à s'appliquer, et nous pouvons être très contents. Et dans ces progrès, le ministre, il continue toujours d'échanger avec nous, avec l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée, en ce qui concerne certaines réformes qu'il envisage de mettre en place. Donc nous travaillons déjà sur certains points qu'il nous a demandé d'étudier, nous travaillons dessus, donc on se dit que si ça continue comme ça et si ça s'améliore, déjà c'est un bon départ. Parlant de perspective pour l'année 2022, Roland Sossou propose. Je demanderai d'abord à notre ministre de continuer dans ce sens, cet échange et ce dialogue avec toutes les plateformes des écoles privées et surtout la FEPI. Et plus loin, je demanderai à ce que la direction nationale des écoles privées soit beaucoup plus active. Nous voulons la sentir sur le terrain. Nous voulons la voir agir. Donc nous voulons un dynamisme et surtout une collaboration parfaite entre la direction nationale des écoles privées et l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée. Et à côté de cela, nous voulons que tous les fondateurs d'écoles privées soient unis autour d'un seul idéal, que tous les fondateurs rejoignent la structure pour qu'ensemble les écoles puissent être harmonisées et que toute pratique néfaste, négative qui se passe dans des écoles privées soit arrêtée pour qu'enfin nous puissions avoir un système éducatif de qualité. Si nous partons en rang dispersé, nous ne pourrons rien faire. Mais si tous les élèves et tous les parents savent que dans toutes les écoles privées où ils partiront, c'est les mêmes règles, c'est les mêmes lois, c'est les mêmes principes, je pense que l'éducation aura encore une autre qualité. Le dernier message que j'ai à véhiculer, pour commencer, je veux souhaiter les vœux les meilleurs à tous les fondateurs, tous les élèves, tous les parents d'élèves, à notre ministre de l'Éducation, à tous les ministres de l'Éducation et à notre ministre et même au chef du gouvernement, je souhaite les meilleurs vœux à votre télévision, à votre radio également. Et je veux demander que nous rentrons dans une nouvelle année. Nous avons amorcé déjà un changement dynamique dans notre pays. Il faudrait que la nouvelle année dans laquelle nous rentrons, nous finissons avec des pratiques néfastes. Moi, je reste dans le système éducatif, que nous finissons avec des pratiques néfastes qui ternissent l'image de nos écoles. Le vandalisme de notes, l'achat de diplômes, la fraude, le non-contrôle, tout ce qui s'ensuit. Il faudrait que nous
arrêtons avec toutes ces pratiques néfastes pour que, en cette nouvelle année, nous continuions avec des nouvelles pratiques. Et j'appelle également à tous les enseignants et les professeurs, les maîtres, tous les encadreurs du système à rester unis autour d'un seul idéal qui est la formation des enfants. J'appelle tous les fondateurs à respecter les contrats avec leurs travailleurs, à traiter les travailleurs dans des conditions requises, à se battre toujours et tout le temps pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs. Ainsi, une collaboration franche et un résultat fructueux sortira de cette collaboration-là. J'appelle également l'État à jeter un regard positif encore sur le secteur de l'éducation, à revoir la subvention pour les écoles qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas les standards pour assurer l'éducation qu'il faut. L'État doit faire une prospection, voir les écoles qui n'ont pas ce qu'il faut et les aider en subvention. Cela peut être progressif. Et dans tous les domaines, en ce qui concerne les programmes à enseigner, que le ministère mette en place une cellule de réflexion et d'harmonisation des programmes selon le contexte actuel de notre pays et de nos réalités, pour que nos enfants puissent être au diapason et à la réalité que nous vivons. Il faut que cette cellule soit mise en place. Tous nos anciens cadres qui ont servi dans les DCE, tous les cadres qui peuvent aller à la retraite, qu'ils soient dans cette cellule parce qu'ils constituent des bibliothèques et une sagesse pour nous, alors qu'ils travaillent sur les programmes et que des jeunes dynamiques, des jeunes qui ont aujourd'hui le dynamisme d'aller sur le terrain, matin, midi, soir, viennent à la tête de ces départements pour que le système soit qualifié. Et pour finir, je remercie le chef de l'État pour l'unité nationale qu'il entreprend, la cohésion qu'il met en place, car, on le dit, notre paix dépend de la paix du pays où nous vivons. Quand vous êtes dans un pays et qu'il n'y a pas la paix, même si vous avez des milliards, vous n'aurez pas la paix. Lutter contre le faible taux d'achèvement de primaire, le manque d'égalité entre filles et garçons, les faibles résultats d'apprentissage, le manque d'enseignants et le taux élevé de redoublement et l'abandon scolaire sont entre autres les défis que le gouvernement guinéen doit relever pour améliorer les capacités financières et institutionnelles du système éducatif guinéen afin qu'il réalise ces projets durables en matière de couverture, de scolarisation, de qualité et d'équité de l'éducation pour l'année 2022 et les années à venir. Fait de société dans cette édition d'information aurait été violée par des médecins à Anta avant d'être évacuée d'urgence à l'étranger où elle a perdu la vie. Une cérémonie de symposium a été organisée mercredi 24 novembre 2021 à l'honneur de Dame Massila à l'hôpital sino-guinéen de Kipé dans la commune de Ratoma, décédé à Tunis samedi 20 novembre 2021. Des membres du gouvernement, des activistes de la société civile, proches et familles mortuaires ont rendu un dernier hommage à la victime d'un prétendu viol collectif qui a succombé à sa 7e opération. Yaye Oumoubari et Abdraman Bari étaient de la partie. C'est devant des membres du gouvernement, la famille, des activistes de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme et anonymes que la cérémonie de symposium de Dame Massila s'est tenue à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. La ministre de l'Action sociale, présente sur les lieux, a exprimé sa compassion à l'endroit de la famille éplorée. Nous voulons continuer à encourager la famille pour leur dire que Dieu a donné, Dieu a repris, et également nous leur présentons nos sincères condoléances. Qu'ils sèchent les larmes et que tout le monde soit en communion de prière pour le repos éternel de l'âme de notre fille Massouma. Massila. Pour la présidente de l'ONG Mon enfant, ma vie, qui est en charge du dossier de Massila depuis le mois d'octobre dernier, souhaite que justice soit rendue et que plus jamais
des cas semblables ne se répètent en Guinée. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à dénoncer ce qui se passe dans ce pays, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau des violeurs. On en parle, on crie, on pleure, on demande de l'aide, mais j'ai l'impression qu'on nous entend mais on ne comprend pas. C'est pour vous dire qu'une jeune fille est morte peut-être aujourd'hui en pensant que c'est de sa faute. Parce qu'aujourd'hui encore, on parvient à culpabiliser les victimes en Guinée. Les autorités sont là. On a espoir, on compte sur vous, mais il ne faut plus qu'il y ait de masse là en Guinée, que ça s'arrête là, qu'on n'ait plus ce char de cérémonie. On veut que quand quelqu'un viole, qu'il soit condamné. Quand un médecin fait mal son travail, qu'il soit condamné. Le représentant de la famille Silla a adressé ses remerciements à l'endroit des autorités et les personnes qui les ont soutenues depuis le début de cette affaire. Notre consolation est surtout plus grande et forte par la visite de haut niveau de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui personnellement a effectué le déplacement chez le Massila pour lui remonter le moral et lui donner le sourire. Au moment où nous quittions les lieux, la dépouille mortelle était sur le point d'être transportée à Anta pour la prière funèbre avant son inhumation au cimetière du même quartier où elle reposera à jamais. Comme annoncé dans les titres, sur le plan sportif, l'actualité a été dominée par la participation héroïque du Sili local au champ et la crise qui a secoué la FEGIFOOT. En basketball, la Guinée a fait son retour sur la scène continentale grâce à la performance historique du Sili Basket à Afro-Basket de Kigali. Les moments forts de l'actualité sportive guinéenne, c'est dans cet élément de reportage signé Ibrahima Diallo. Sur le plan sportif de l'année 2021, la Guinée n'a pas rendu une copie vierge. À sa troisième participation au championnat d'Afrique des Nations, le Sili local est terminé dans le podium en arrachant la troisième place devant le pays hôte, le Cameroun. L'équipe guinéenne est rentrée dans le pays en héros. Se déplacer sur le Maroc, où nous avons affûté nos armes, et je pense que c'est cette logique qui a continué au Cameroun. Le deuxième mérite, il faudrait reconnaître, revient à la Fédération guinéenne de football, et particulièrement au président Antonio Suarez, qui a cru d'abord à Lampé Bangoura, à ma personne, mais à travers lui, la Ligue a organisé un championnat de niveau qui nous a permis de faire une sélection de taille. Et ces garçons, le premier slogan, je les ai dit, nous sommes les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. Et chaque match correspondait à un discours. Et le dernier discours, faisons tout pour ne pas gâter l'ambiance que nous avons créée. Ils se sont battus dans ce sens. Sur le plan national en Ligue 1, le Horea de Conakry arrive largement en tête. Les Rouges et Blancs de Matam ont raflé leur 8e titre consécutif en championnat. En Ligue 2, on note le retour de Milo de Cancan dans l'élite, après son sacre en 2e division. Vous savez, au même titre que moi, que le Horea a été toujours à l'avant-garde du football guinéen. Et nous faisons en sorte pour tenir toujours ce pari. Donc le mental est très très bien au jour d'aujourd'hui au niveau des joueurs. Et je pense que c'est pourquoi nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour booster notre football. Nous mesurons aujourd'hui tout le poids qui est sur le Horea par rapport, disons, à cette compétition. C'était pas facile, mais avec la volonté de Dieu et puis la bénédiction des parents, et le soutien du bureau du président Sori Doumbouya,
Le Milo, après 3 ans d'absence, est revenu maintenant en Ligue 1. C'est une fierté pour nous. Malgré ce bilan, la Fédération guinéenne de football est plongée dans une crise au sujet du renouvellement de son bureau exécutif. Vous savez que depuis le 28 février, date à laquelle le mandat du bureau sortant a été échu, par suite d'incompréhension entre les acteurs du football, on n'a pas pu organiser l'Assemblée générale qui a été reportée à 2 reprises. Et il y a aussi le fait que l'interprétation et l'application des textes qui gèrent le fonctionnement de la fédération, le comité exécutif sortant avait son interprétation, la commission électorale avait son interprétation, la commission éthique avait son interprétation des textes. Alors vous voyez, pour les textes uniques, il y a plusieurs interprétations. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas y avoir d'entente. Et malheureusement, ça crée des désaccords. Les gens n'ont pas pu s'accorder sur un minimum pour que l'Assemblée générale se tienne. Et finalement, comme suite logique, la FIFA a envoyé une mission conjointe du 21 au 24 juin qui a rencontré toutes les parties concernées. Et hier, la décision est tombée parce que le cas de la Guinée a été soumis au bureau au conseil de la FIFA. La fédération guinéenne, incapable d'organiser son congrès électif, la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation pour gérer les affaires courantes de l'instance faîtière du football guinéen. Bon, moi je suis partagé entre 2 sentiments. Un sentiment de satisfaction du fait que depuis le mois de juin, on attendait que la FIFA se prononce sur ce qui se passe en Guinée. Ils ne l'ont pas fait. C'est maintenant hier par un courrier qu'ils ont adressé à l'administration fédérale pour annoncer la mise en place d'un comité de normalisation. Bon, le second sentiment, je pense que à partir de la mise en place de ce CONOR, le football guinéen va repartir d'un bon pied. C'était attendu et c'est arrivé. C'est regrettable parce que un comité de normalisation, c'est toujours consécutif à une crise. Et là, il s'agit d'une crise qui était évitable, mais ici, nous n'avons rien fait pour éviter cette crise-là. Donc, cette crise a entraîné ce comité de normalisation, la mise en place d'un comité de normalisation. Donc, c'était attendu et puis c'est arrivé. Après plusieurs années d'absence sur la scène africaine et mondiale, la Guinée a enregistré des points en basketball grâce à la performance du Sili lors de l'Afro-Basket de Kigali et par la qualification du SLAC champion de Guinée pour la Ligue basket africaine. Comme par hasard, on perd contre la Tunisie, on perd encore contre cette équipe centrafricaine. 4 secondes de la fin, on prend ce panier qui fait mal. Et l'équipe de Guinée est battue de 1 point d'écart. On a tout fait, vous l'avez suivi. On n'a pas pu. Bon, maintenant, plus de calcul. Le dernier match contre l'équipe égyptienne qu'il fallait battre coûte que coûte pour espérer obtenir le précieux sésame pour aller au second tour. Dieu merci, Dieu était avec nous. Une équipe qui a tout lâché dans le match. Les joueurs sont allés, ils étaient en sur-régime, hein. Tout donné. Et voilà, on passe les quintuples champions d'Afrique et coup de tonnerre sur Kigali. La Guinée obtient son ticket pour le second tour. Et ce second tour aussi, vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention, c'était contre ce grand Rwanda, devant son public, devant le chef de l'État en personne, M. Paul Kagame. Et voilà, même moi, hein, pour petite anecdote, moi je viens au stade un peu en retard, sous une forte pluie. Je me disais que la salle n'allait pas être pleine, mais waouh, quelle surprise pour moi. Une salle surchauffée, pleine, surchauffée à blanc, devant son chef de l'État. Voilà. Et à la sortie du 4e quart-temps, la Guinée était menée pratiquement de 10-12 points d'écart. Voilà, les jeunes créent l'exploit. Voilà, on bat cette équipe rwandaise avec la manière en plus. On se qualifie pour les quarts de finale. Vous savez que je suis en tête de SLAC depuis l'année 2011, saison 2011-2012. Dieu merci, SLAC est l'équipe la plus titrée en Guinée. On a 6 championnats plus 5 coupes nationales.
Donc l'objectif, c'était toujours d'amener le nom de la Guinée à l'extérieur. Et ça fait combien d'années maintenant, on se prépare même, c'était avant le club champion d'Afrique. On a passé dans les difficultés, beaucoup même. On n'a pas eu au fait la chance avant de participer, sauf à l'Afro-League, c'était en 2019. Après ça, en fin 2019 aussi, on a participé à la première édition des qualifications de la boule. Par manque d'expérience, on n'a pas pu se qualifier. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on s'est battu encore. On n'a pas tombé, mais c'est vrai qu'on a perdu avant. Mais ça nous a aidé même d'être plus fort. On a tiré des leçons. Et aujourd'hui, finalement, on est à la boule. Sur le plan de handball, le bilan n'est pas aussi grand que ça, mais signifiant. Sur 54 pays, nous sommes 7e chez les filles et chez les garçons, on est 8e. Chez les juniors, en 2019, on était qualifiés pour le championnat du monde qui devait se jouer en Roumanie. En cadette, on devait jouer le challenge intercontinental au niveau de la Colombie. C'est parce qu'on a le niveau. Si on n'avait pas le niveau, on n'allait pas pouvoir se qualifier dans ces phases finales. On ne peut pas comparer le handball guinéen au handball malien ou au handball du Nigeria. Nous sommes loin devant ces équipes. Donc moi je me dis bien que le handball guinéen se porte très bien et nous faisons partie des meilleures nations de handball sur le plan continental. Globalement, le sport guinéen a connu un progrès durant l'année 2021, même s'il y a eu de bras de fer entre les acteurs au sein de plusieurs fédérations du pays. Voilà, c'est tout le monde de sport qui met fin à cette grande édition d'informations rétrospectives de l'année 2021. Merci à tous de votre attention. Portez-vous bien où que vous soyez à travers le monde et nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2022.